Salut à tous, je viens de finir la série Tapi qui m'a été proposée par Netflix quand je l'ai ouvert et j'ai bien aimé, donc j'aimerais qu'on en parle, surtout la partie foot en réalité, hein. Alors avant qu'on en parle, parlons du reste et je dois bien vous dire, pour avoir connu l'époque à la fin de la série, que c'est quand même vraiment bluffant. Bon, dans l'ordre déjà il y a Laurent Lafitte, je connaissais pas. D'ailleurs pour être clair d'avance, je suis pas cinéphile, je regarde très peu de nouveaux films ou séries, par manque de temps et d'intérêt, dû à la direction prise par le cinéma depuis quelques années, je dirais même une dizaine d'années, c'est-à-dire les franchises, vous savez là, les Star Wars 27, Indiana Jones 58, etc. Les repompés, les remakes, les reboots, cette façon de nous servir ce qu'on attend plutôt que de nous proposer de nouvelles choses, cette façon de faire des hommes des cons et des femmes les personnages les plus réfléchis et les plus intelligentes. Et là encore, on le voit hein, dans cette série avec la fille de cité qui prend la parole pour mettre tout le monde à l'amende, y compris le chef de cabinet de Tapie, et même Bernard Tapie lui-même. Elle a une vision, etc. On en pense qu'on veut, mais elle dit quelque chose. Et au final, Tapie, ce qui ressort de sa carrière politique quand on regarde cette série, c'est qu'il voulait faire des goûters. Non mais attends, c'est quoi ça? Pareil, sa femme Dominique aussi, qui s'occupe de tout sur le plateau, quand il est pas là, etc., qui prend des initiatives, qui participe au business, n'importe quoi. Tu vois ça dans toutes les séries et films aujourd'hui, et je dois dire que voilà, c'est un processus qui est assez agaçant. Tout ça a fait que je n'investis ni du temps ni de l'argent dans les films, et que je suis assez sélectif pour passer un bon moment. Du coup, La Fitte, pour moi, c'est une très bonne surprise. Au-delà de la ressemblance qui fait que tu as vraiment l'impression de voir Bernard Tapie, enfin, c'est incroyable, hein. Ses mimiques, sa façon de parler est vraiment très bien retranscrite, notamment quand il dit des phrases comme n'importe quoi. Généralement, enfin, ça dépend peut-être de là où vous vivez en France, mais par exemple, moi j'ai toujours dit n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est vrai que Tapi, il disait n'importe quoi. Et c'est vrai que ça a été bien retranscrit, etc. Ou alors, quand il dit, eh bien moi je vais vous dire, ou sa vulgarité. Voilà, c'est des choses qui, vraiment, quand vous voyez ça, vous avez vraiment l'impression que c'est Bernard Tapie. C'est vraiment hyper bien joué, quoi. Le gars, il a fait un boulot incroyable. Les décors de l'époque, avec les détails et tout, c'est vraiment bien fait. Les vieilles coupes de cheveux, les vestes avec des épaulettes, etc. Franchement, ça m'a fait du bien de retrouver cette France de mon enfance, qui n'était pas parfaite, attention, hein, mais voilà, c'était celle de mon enfance, et bon, l'enfance c'est toujours un petit peu une partie un petit peu dorée de notre existence. Pareil au niveau des personnages, il y en a deux qui ont attiré mon attention. Le personnage de l'oiseau, que je trouve formidable. Alors j'ai un doute sur son existence, j'ai pas cherché, en tout cas j'ai jamais entendu parler de ce mec. Eh bien, je dois vous dire que bien que je ne sois pas un grand fan de Fabrice Lucchini, hein, j'ai énormément apprécié son personnage, un peu sec et froid. Ça, c'était une bonne surprise pour moi. Et l'autre personnage qui m'a plu, c'est Mitterrand. Alors, je sais pas où ils ont été le chercher, le gars, mais il est vraiment incroyable. Là encore, hein, au-delà d'une certaine ressemblance, notamment au niveau de la bouche, sa façon peu expressive qu'il a, mais terriblement fine qu'il avait de s'exprimer, Mitterrand. Enfin, franchement, l'acteur, il est excellent, lui aussi. J'avais vraiment l'impression de voir Mitterrand devant moi, c'est fou. Sur la forme, franchement, ils ont fait un travail remarquable. Je suis bluffé. Concernant le fond, bon, il y avait un peu plus à faire de cette série, je pense. D'abord parce que Tapi a fait bien plus que ce que la série a montré. Et des informations que je sais, ou que j'ai pu lire, franchement, son portrait est quand même assez flatteur par rapport à la réalité. On parle que de Wonder avec les licenciements, et en plus, on adoucit le tout en disant qu'il était obligé, parce qu'il y avait des dettes cachées, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois, hein, avec d'autres entreprises après. Après, son côté touche-à-tout est bien retranscrit, son passage dans le cyclisme aurait pu être intéressant, on aurait aimé savoir ce qu'il a fait pour Adidas, qui est quand même une marque mondiale, qu'est-ce qu'il a apporté, ça aurait été intéressant. Tout comme son apport à l'OM sur plusieurs années, mais on y reviendra. Et puis sa carrière d'acteur après la prison, l'affaire Crédit Lyonnais, sa vie de famille, son rapport à la célébrité, son braquage. Et je me suis déjà retrouvé dans cette position, et c'est pas rien du tout. Bon, t'as du potentiel pour faire beaucoup. Pour ça d'ailleurs que certains parlent d'une saison 2. Bernard Tapie, c'était un entrepreneur touche-à-tout. On connaît tous plus ou moins une personne comme ça autour de nous, sans qu'ils arrivent vraiment à atteindre les hauteurs de Tapie. Mais voilà, ce sont des personnages qui existent, et certains ont effectivement fait fortune. Bon, il y a Tapie, qu'on connaît, qui est le sujet principal, comme Trump, voilà, qui a touché à tout. Et lui, pour le coup, il vient d'une famille déjà aisée, et c'est ça son mérite dans sa carrière d'entrepreneur. On peut citer Berlusconi, auquel Tapi était souvent comparé, ou un peu avant, il y avait aussi Ray Kroc, le fondateur de McDo, qui a fait pas mal de choses, avant de tomber par hasard sur Dick et McDonald.
Donc voilà, ce sont des gens qui ont des caractéristiques communes, et c'est pour ça que ce sont des personnages qui sont intéressants. Pour aborder la question foot, même si c'est une fiction, hein, et que du coup tu peux rien dire, j'ai un problème avec ce qui a été montré qui est assez loin de la réalité. Et pourquoi est-ce que c'est un problème, malgré le fait que c'est une fiction et que c'est assumé comme une fiction? Bah, c'est que la plupart des gens ne font pas cette distinction entre la fiction et la réalité. Quand ils vous racontent après l'histoire, ils vous parlent de ce qu'ils ont vu dans la série. Alors que c'est pas la réalité et que c'est même indiqué que c'est pas la réalité. Mais ils vont pas faire les recherches après pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand je discute avec des gens de l'histoire de Ray Kroc, par exemple, je citais Ray Kroc, de McDonald's, ils vous citent tout ce qu'il y a dans le film, alors qu'il y a plein de contre-vérités dans le fondateur. C'est pas la réalité, c'est inspiré de la réalité, mais c'est pas la réalité. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui auraient pu être dites sur Tapi, concernant le foot, ses méthodes à l'OM, ses transferts, sa vision du foot, sa relation avec les joueurs comme Jean-Pierre Papin, les événements comme Barry en 91. Enfin franchement, il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Et dans tout ça, on voit toutes les facettes de Tapi. Sa manière d'influencer, pas très fine d'ailleurs parfois, de modifier la réalité pour que ça aille dans son sens. On le voit à plusieurs reprises d'ailleurs ça. Hein. On voit même les personnages assez surpris par moments. Il discute avec quelqu'un et il te sort un bobard pour que les choses aillent dans son sens. Et on voit les personnages qui savent, notamment Dominique, qui sont surpris par moments mais ils disent rien. Et Tapi, il était vraiment comme ça dans la vraie vie. Je vous donne un exemple très simple, hein. Il est réel, hein. Vous pouvez le vérifier, c'est factuel. Dans une interview avec Basile Boli, il nous raconte ceci. Il joue sur un pied. Baresi, je l'ai tué. Baresi, je l'ai tué. T'as l'air d'oublier ce que je lui ai fait. Chacun son tour. Chacun son tour. Ils l'ont tué en première mi-temps. Je le fais partir en permanence. Je leur avais dit, un coup sur deux. Parce que Baresi, c'était... c'est lui qui démarrait tout. C'était tout venait de lui. Donc j'allais pas le laisser nous faire chier. Donc j'avais dit à Bokchich, j'avais dit à Voleur, toujours sur lui. Chaque fois que vous avez un ballon, les 3 milieux de terrain, vous envoyez, vous faites un appel de balle. Il a fait 50 mètres 31 fois. Surtout le petit qui 15 fois avec Bokchich, qui allait plus vite que lui, et 15 fois avec Voleur, qui allait un peu moins vite, mais dont il se méfiait. Quand un mec, première mi-temps, il se fait 30 sprints à fond la caisse de 50 mètres, deuxième mi-temps, il est resté derrière, on n'a plus vu. Bah ça, c'est totalement faux. Je sais pas pourquoi il raconte des choses comme ça. La première fois que j'ai entendu ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la finale. Hein. Donc je l'ai revu pour vérifier cette affirmation. Elle n'est vraie ni de près, ni de loin. Des appels en profondeur, Bokchich et Voleur, ils ont dû en faire 2 tout au plus en première mi-temps. Baresi était cramé de rien du tout. Et si vous avez un doute, la finale est disponible sur YouTube en entier, vérifiez par vous-même. Du coup, on peut se demander pourquoi il raconte ça, alors que c'est ce genre de chose qui est vérifiable. Bah ça fait partie de sa personnalité. Il a toujours besoin de se mettre en avant, de parler, de faire le malin. Ouais, la vraie Coupe d'Europe, c'est celle-là, celle qu'on a remplie de merde le lendemain, etc., etc. Enfin, tu te demandes pourquoi il dit des choses comme ça, mais voilà, c'est le personnage qui est comme ça. Et son fils disait dans une interview qu'il n'a pas de recul sur lui-même. Et je trouve qu'il a vraiment raison sur ce point-là. Et puis il y a des choses dans cette fiction que je ne comprends tout simplement pas. D'abord, l'une des premières images qu'on voit, c'est dans l'épisode 5, Marseille PSG de la saison 92-93, et il y a un anachronisme de ouf, puisque le match qui aurait dû être à Paris avec le but de Bokchich, je suis presque sûr que c'est ça. Or, on nous montre le match retour avec qui est à Marseille avec le but de Voleur, quelques jours après la finale contre Milan. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont mis ce but-là, ils ont pas mis le vrai but, je sais pas, c'est bizarre. Et puis, il y a toute l'affaire VAOM. Alors, une affaire que je connais très bien, puisque j'ai lu et vu presque tout ce qu'on peut se trouver sur cette histoire. Les bouquins de Edli, de Bernès. Bon, Bernès, au procès, il s'est assis dessus parce qu'il est revenu sur tout ce qu'il a dit. Enfin, il y a plein de gens qui ont des personnes qui ont vécu l'événement, qui ont sorti leur ouvrage et les ont tous achetés. Donc, en fonction des versions des uns et des autres, on peut arriver à discerner le vrai du faux, ce qui est vérifiable et ce qui n'est pas vérifiable. Donc, j'ai suivi ça avec attention. Et sans parler des oublis importants, comme les pressions qu'ont pu subir la justice dans ce dossier, l'opinion publique, le duel à distance entre Tapi et De Montgolfier par médias interposés, si t'as un truc à faire
en film, c'est cette histoire-là. Elle est passionnante. Et là, c'est traité très vite, parce que c'est vrai que ça va à 100 à l'heure dans cette fiction. Et ça va me permettre, je vais traiter assez rapidement des contre-vérités qui se trouvent dans cette histoire-là, puisque je connais un petit peu. Avant de parler de l'affaire, j'aimerais déjà dire que, encore une fois, les décors et tout, c'est une masterclass. Les maillots de l'époque, les survêtements de l'époque, tu reconnais direct les joueurs avec leur coupe de cheveux et tout. C'est vraiment bien fait, hein, les vestiaires, le staff, tout. Goethals, je suis un peu surpris de la manière dont il est fait. D'abord parce qu'il était de notoriété publique, qu'il écorchait le nom de tout le monde. Bon, c'est pas retranscrit, il les dit bien. Pareil, il avait souvent des conflits avec Tapi, même s'il finissait par faire ce que Tapi voulait. Mais il avait un peu plus de personnalité que ce qui était montré. Parce que c'est vrai que là, quand on regarde le biopic, tu te dis que ce soit lui ou un autre, est-ce que ça change quelque chose? Il y a l'histoire sur le genou d'Amokachi que je ne connaissais pas. Apparemment, elle serait vraie. Alors, je sais que Daniel Amokachi a arrêté sa carrière à cause de ses problèmes de genoux. Maintenant, je savais pas que c'était connu dans le monde du foot, ou même qu'il a été appelé pour être déstabilisé. De mémoire, je sais qu'il a joué en Belgique, en Turquie et en Angleterre, mais jamais dans des grands clubs. Et pourtant, à la Coupe du Monde 94, on a tous vu son potentiel. Alors, peut-être que c'est à cause de cette histoire-là, je sais pas. La séquence avec l'arbitre, je sais pas si elle est réelle. Maintenant, il faut pas être choqué par ce genre de choses, parce que c'était des pratiques courantes à l'époque, et ça durait très très longtemps, même après l'affaire VAOM. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. On sait que certains arbitres se faisaient arroser de cadeaux avant les matchs, et c'est évident que ça pouvait les influencer. Donc qu'un Tapi dise à l'arbitre, je connais des gens à la FIFA, il y a le mondial dans un an, etc., ça me paraît crédible. Maintenant, attaquons l'affaire VAOM. Commençons dans l'ordre de ce qui est fictionnel et corrigeons par la réalité. Bon, déjà, quand Tapi propose d'acheter le match, apparemment ça s'est passé sur le Fosséa. C'était pas passé dans le bureau. Et il l'a pas dit qu'à Edli, il l'a dit devant Edli, Deschamps et De Sailly. Pourquoi? Parce que c'était des anciens Nantais et que du coup ils connaissaient les joueurs de Valenciennes qui étaient aussi des anciens Nantais. C'est pour ça que c'était Edli qui a été choisi. C'était pas au hasard. Hein. Cela dit, l'implication de Deschamps et De Sailly dans l'affaire s'arrête à leur présence à cette réunion. Leur nom n'a jamais été cité après pour autre chose. Donc ils étaient au courant, mais ils n'ont pas pris part à ce qui s'est passé. Le reste, c'est bien avec Edli, qui a donné l'argent à la femme de Christophe Robert sur un parking. Ça, ok, pas de souci. Après, par contre, c'est pas vraiment ça. Déjà, Glassman, avant le match, il en avait déjà parlé au gardien, parce que ça se voyait qu'il n'était pas bien. Et pareil aussi, il a raconté ce qui s'était passé à son coach avant le début du match. Le coach l'a dit au président, et le président est allé demander des comptes à Bernès et Tapi. Donc déjà avant le début du match, plusieurs acteurs du match sont au courant. Et apparemment, le président de Valenciennes, Michel Cohen-Casse, aurait dit, bon allez, puisque c'est ça, on s'arrange sur le match nul, comme ça tout le monde est content. Parce que lui, il a dit, d'où vous essayez d'acheter le match, etc. L'autre, il a dit, non, c'est pas vrai, nan. Puis du coup, ils ont dit, il aurait proposé le match nul. Et Tapi aurait dit, non, on joue le match normalement. Cette version n'a jamais été confirmée par le président de Valenciennes, mais je suis sûr qu'il y a du vrai là-dedans. Franchement, ça me choquerait pas du tout. Toujours avant le match, le président de Valenciennes aurait demandé des comptes à Robert et Burruchaga, qui ont juré sur la tête de leurs enfants que non, vous savez, tout le blabla habituel, hein, quand quelqu'un n'a pas d'argument à avancer. Et Robert aurait même dit, ah puisque c'est comme ça, si vous voulez pas qu'on joue le match, on le joue pas, et puis c'est tout. Lui, depuis le début, hein, son projet, c'est de pas jouer, pour assumer l'arrangement sans que ça se voit trop. S'il n'est pas dans l'équipe est moins forte, et du coup, Marseille est gagnant. Le match commence, et c'est vrai que l'arbitre, il ne sait rien du tout de ce qui se passe. Voilà, il en sait rien, mais il va commencer à repérer des choses étranges dans le match, sans forcément arriver à la conclusion que c'est un match truqué. Le comportement de Burruchaga qui contestait tout, et qui lors de ce match ne disait mot. La fausse blessure de Robert, franchement c'est grotesque. Hein. Tu vois bien que Dimeco pousse la balle. Ça, c'est tous ces petits détails que l'arbitre va remarquer, et qui feront sens dans sa tête après la mi-temps, quand il aura eu vent de ce qui se passe. Parce qu'à la mi-temps, Valenciennes est menée 1-0, avec un but un petit peu litigieux en plus, et du coup ils vont porter réclamation.
C'est là que vous voyez, hein. C'est pour ça que je vous disais que je pense que c'est vrai, hein. Parce qu'ils ont un comportement qui est pas clair. Le président, il le sait avant le match. Pourquoi tu déposes pas ta réserve avant le match? Non, il l'a pas déposé avant le match. Il l'a déposé à la mi-temps. Donc, il dépose la réclamation. L'arbitre va parler à Deschamps. Et là, vous avez la fausse réaction de Deschamps qui était au courant. Franchement, si t'es pas au courant, t'entends un truc comme ça, le premier réflexe, c'est d'aller te renseigner. Voilà, tu vas voir tes coéquipiers, tes dirigeants, et tu leur dis c'est quoi cette histoire. Là, non, ils les insultent de baltringue. Franchement, moi, j'ai jamais trouvé ça crédible. Et là encore, bon, ça déborde d'arguments, hein, insulter les gens au lieu de répondre sur les faits, bon. Bref. Le match se termine, et l'explication continue après le match. Et ça, c'est la scène qu'on a vue dans le film, quand Tapi lui demande s'il sait qui c'est Bernès à Jacques Glassman. Il dit bah oui, je sais qui c'est, il s'est présenté, etc. Et du coup, la plainte sera maintenue. Comme le film tourne autour de Tapi, il n'y a pas eu de détails concernant les différents protagonistes, mais Edli était coincé par la promesse d'un futur contrat, et à la demande de Tapi, il allait voir le juge Beffy, Bernard Beffy, et il s'est retrouvé en prison. C'est là qu'ils ont tous retrouvé les esprits. Hein. Quand le juge Beffy les a tous mis en prison, ils ont tous retrouvé les esprits, ils ont dénoncé la corruption. Là, Bourruchaga et Robert, ils ont été pathétiques. Mais alors pathétiques. Ils ont dit ouais, alors on a fait ça. Alors ils avaient juré qu'ils n'avaient jamais rien fait. Hein. Ils avaient rien à voir avec tout ça, c'était faux. Et là ils ont dit ouais, on a fait ça pour voir jusqu'où ça va. Mais on n'avait pas l'intention d'aller au bout. 700 km pour mettre de l'argent dans le jardin de ta tante. C'était juste pour voir où ça allait, ça? Bon, ils ont essayé de se dédouaner, mais voilà, c'était encore pire. Surtout qu'ils avaient eu l'opportunité de dire la vérité avant, hein, mais ils l'ont pas fait. Bon, la vérité, c'est qu'ils ont été pris la main dans le sac, et puis c'est tout. Hein. Ensuite, on a la rencontre avec deux montgolfiers et Tapi, dans le dernier épisode. Alors, si on la met, on met cet événement hors de propos de la réalité, moi je trouve que c'est une séquence exceptionnelle. Elle est très symbolique, mais là encore, elle est très loin de la vérité. En fait, Tapi n'a pas rencontré de montgolfier à l'improviste comme ça. La rencontre entre les deux a été arrangée par l'avocat de Bernard Tapie, c'était Maître Debacker, le 23 juin 1993 à 20h. Et Tapi devait passer par derrière pour que ça reste confidentiel, parce que Tapi est quand même quelqu'un de connu, surtout à cette époque-là. Et en gros, ça s'est passé, allez, grosso modo, ça s'est passé comme ça. Désolé de mon retard, j'arrive de l'Elysée où j'étais avec le président. Bon, vous travaillez sur le match VAOM actuellement, il me semble. Ouais. Bon, vous savez, les joueurs sont comme ci et comme ça, c'est inutile de continuer l'enquête, c'est une petite affaire, et vous êtes un grand magistrat, enfin je comprends pas ce que vous faites dans un si petit bureau. On devrait pouvoir s'arranger. C'est une erreur, il peut pas y avoir corruption. Bernès peut faire des promesses mais il peut pas les tenir. Edli, c'est un petit gars sans avenir. Je vais vous expliquer le monde du football, etc. Bon. Il n'y a pas eu de dialogue, comme le laisse entendre la série. En gros, Bernard Tapie a parlé 90% du temps. Mais en 1 heure, il n'est pas arrivé à convaincre de montgolfier, et Tapie a compris qu'il allait avoir des problèmes. Après, il y a eu tout le tapage médiatique qu'a pris cette affaire, qui passait devant des sujets bien plus graves, hein, mais qui passionnaient les gens. Au final, Tapie a été condamné, mais pas pour le match arrangé. Hein. Il n'a pas été condamné pour ça, hein, parce que lui, il a rien fait, puis on ne pouvait pas démontrer qu'il avait vraiment donné l'ordre, puisque il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout. Il a été condamné pour subornation de témoin. En fait, quelques temps après le début de l'affaire, il a contacté Boro Primorac, l'entraîneur de Valenciennes, lors du match VAOM, qu'on voit furtivement dans la série hein, avec son accent, hein, et qui sera par la suite l'adjoint de Wenger aux Gunners, pour qu'il fasse un faux témoignage contre une somme d'argent. En gros, il devait dire que c'était lui qui avait reçu l'appel de Bernès, parce que quand Bernès les avait appelés, ils étaient chacun dans leur hôtel. Et Bernès a passé un appel aux joueurs de Valenciennes dans leur hôtel, ce qui fait qu'il y avait une trace. Il y avait un listing où on voyait l'appel passer de l'hôtel marseillais à l'hôtel valenciennois. Ce qui fait que ça a accrédité la thèse d'une corruption. Mais en faisant croire que c'était Boro Primorac, du coup, l'appel pouvait être tout et n'importe quoi, puisque lui n'avait pas reçu d'argent. Donc, il devait dire que c'était lui qui avait reçu l'appel de Bernès, et pas les joueurs pour une corruption.
Explication qui, selon Bernard Tapie, quand il a tenté cette subornation, expliquait l'appel au Novotel et donc le listing qui a incriminé Marseille. Cela dit, ça n'expliquait absolument pas l'argent dans le jardin de l'attente de Christophe Robert. Mais bon, enfin c'est n'importe quoi même. Vraiment, cette triche c'était vraiment mal pensé, mal organisé, hein, et vous le verrez, hein, jusqu'au bout ils vont faire n'importe quoi. Et bah Boro Primorac n'a pas non plus cédé à la corruption, et il a tout dénoncé au juge. Le juge Béfi qui allait directement dans le bureau de Bernard Tapie sans prévenir, hein, pour le surprendre et éviter une réponse toute faite par ses avocats. Et il le confronte à Boro Primorac. Bernard Tapie nie, bah, bien évidemment, hein, en disant non mais j'ai vu Primorac que 2 fois dans ma vie. Lors du match VAOM et maintenant. Sauf qu'après ce nouveau mensonge, il va encore s'enfoncer et s'empêtrer avec un autre mensonge. Il va dire en gros, oui, mais d'ailleurs, au même moment de sa prétendue rencontre avec moi, j'étais avec quelqu'un d'important, sans dire qui c'est. Les journalistes vont enquêter et finalement, Jacques Mélic, maire de Béthune, va accepter de faire un faux témoignage pour Tapie. Et là, on tombe encore plus bas. Alors Jacques Mélic, le maire de Béthune, le gars dit... peut-être que c'est moi, peut-être pas, il reste vague, et puis il dit que c'était lui, il donne des horaires, et là il est grillé, parce que sur la photo d'un journal à Béthune, 30 minutes après sa soi-disant présence dans le bureau de Bernard Tapie, on le voit en gros hein, à une réunion, je sais plus, à une présentation, etc. C'est impossible. Donc les journalistes, ils ont essayé chrono en main de faire Paris-Béthune, comme affirmé par Mélic. Sauf qu'en roulant entre 140 et 170 km/h, ils ont fait la route en 1h40. Alors que lui, il dit qu'il l'a fait en 30 minutes. Je sais pas si à l'époque c'était limité à 130, mais bon, j'ai presque envie de dire que là, les journalistes ont fait des aveux. Enfin bref. Enfin, c'est impossible en 30 minutes. Ces explications et celles de Tapie n'ont convaincu personne. Au procès, la secrétaire de Mélic est passée aux aveux parce qu'elle avait menti à la demande ou la menace de Mélic. Enfin, c'était lamentable. Ils se sont ridiculisés pour couvrir Tapie dans ses mensonges. Enfin, Mélic a dit, ouais, alors, oui, alors j'ai dit que j'étais avec Tapie, mais en fait, peut-être que c'était quelqu'un d'autre. De toute façon, tout ça ne m'intéresse pas. Vraiment méprisant au possible et pas très intelligent pour le coup. Mais bon, c'était clair pour tout le monde que Tapie avait essayé de corrompre Primorac et il sera condamné par la justice. Alors, c'était pas 8 mois requis par de Montgolfier, comme dit dans la série, mais plutôt 4 mois. Il a dit 4 mois, pour moi c'était suffisant. Et pas pour corruption des joueurs, comme j'ai dit, mais pour subornation de témoins. Et finalement, il aura pris quand même beaucoup plus. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas eu ça. C'est vraiment dommage. Mais bon, au final, ça reste un bon divertissement. Loin de la réalité, je le rappelle, et je viens de vous l'expliquer. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce que malheureusement, les gens pensent que ce genre de biopic, c'est la réalité. Une saison 2, pourquoi pas, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a bien plus de choses à dire. Mais vite dans ce cas, parce que les acteurs vieillissent. Je sais pas vous, mais moi, je déteste quand il y a trop d'écart entre les suites, et que la suite est censée être 2 ans plus tard, mais vous voyez au visage des acteurs qu'ils ont pris 10 ans. Donc voilà, donc à voir, mais ça pourrait être bien. En tout cas, moi je vous recommande cette série pour le divertissement, les décors, l'ambiance de l'époque. C'était vraiment comme ça, hein. Comme vous allez le voir dans la série, c'était vraiment comme ça. Après, pour le fond, lisez les livres de Edly, Je ne joue plus, ou celui de Dominique Tapie. Ils sont quand même beaucoup plus proches de la réalité que ce biopic. Voilà ce que j'avais à dire sur tout ça, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. J'ai fait jouer Edmundo, et sur le premier ballon que Romario a reçu en profondeur, il a eu l'impression que c'était un coup de poignard. Le surlendemain, il court déjà, et le 3e jour, il sprint. Zagallo a toujours eu un problème avec moi en équipe nationale. Il peut penser que j'ai fait semblant, mais je savais que je ne pourrais pas tenir les 90 minutes de la finale.